Deuxième partie du chapitre 11, donc là on va parler maintenant des indicateurs de la performance financière. Et ces indicateurs, c'est mesuré donc par des indicateurs comptables et financiers qui sont extraits des documents de comptabilité de l'organisation qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultats principalement, et un petit peu plus loin, les SIG, ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Donc maintenant, on va essayer de voir quelle est la différence entre rentabilité et profitabilité. De la rentabilité, on va parler donc du rapport entre une forme de résultat et un moyen économique qui ont été mis en œuvre pour obtenir ce résultat. Donc l'indicateur de performance généralisé, généralement utilisé pour appréhender la rentabilité, c'est la marge. Donc comme on peut le voir dans la petite illustration sur la gauche, on voit bien qu'on a d'un côté le chiffre d'affaires et à droite on a achat de marchandises et la différence entre l'achat de marchandises et le chiffre d'affaires, bah, c'est la marge commerciale. Donc c'est pour les entreprises commerciales, donc commerciales, c'est commerce de gros et de détail, de grandes surfaces, des magasins, on va s'intéresser à la marge commerciale. En revanche, pour les entreprises avec des activités industrielles, on va parler de marge sur coût de revient. Là, on va mettre en place une comptabilité analytique dans l'entreprise pour imputer les différents coûts d'achat de marchandises, de production, de distribution et d'administration. À la différence de l'activité commerciale où on n'est que dans le négoce, c'est-à-dire qu'on achète pour revendre, là, dans l'activité industrielle, on achète et on transforme et on revend. Et c'est là que ça change et c'est là qu'on va parler de coût de production et de coût de revient. Comme on voit dans le schéma qui est en dessous, on a l'achat, les frais d'achat, ça va donner les coûts d'achat. Après, on va les frais de production, c'est-à-dire pour produire et transformer ce qu'on a acheté, donc on va appeler ça les coûts de production. Et puis après, on va aussi distribuer ce produit, donc les coûts de distribution. Et si on fait la somme de tout ça, ça s'appelle le coût de revient. Si on le différencie du prix de vente, et ben, le prix de vente moins le coût de revient, ça va nous donner la marge. Donc c'est ce qu'on dira la marge sur coût de revient. Donc c'est les intitulés qu'il faut comprendre. Quand on parle de marge sur coût de revient, ça veut dire qu'on parle d'une entreprise industrielle qui a acheté des choses et qui les a transformées, qui les a distribuées avant de les revendre. Et quand on parle de marge tout court, de marge commerciale, c'est du négoce, c'est-à-dire qu'on a acheté pour revendre. Deuxième indicateur, la profitabilité. Donc cette profitabilité, c'est un impératif pour les entreprises parce que ça renvoie à cette notion économique de profit où l'entreprise est là pour en générer des profits et c'est dans le résultat comptable qu'on va voir si on a fait profit ou pas. Comme on l'a vu, rappelez-vous, dans le compte de résultat, on a la somme des charges qui est à gauche, la somme des produits qui est à droite, et si on a une somme de produits qui est supérieure à la somme des charges, ça veut dire que l'entreprise a fait un bénéfice. Et pour rappel, on mettra le résultat bénéficiaire à gauche en complément de la somme des charges, ce qui fait que ça fait un compte équilibré. Dans le cas inverse, eh bien, ça veut dire qu'on a une somme des charges qui est supérieure à la somme des produits, ça veut dire que le résultat est négatif, et là, on portera le résultat en bas à droite sous les produits pour équilibrer encore une fois le résultat, et là, on parlera de perte. Donc l'entreprise a perdu de l'argent. Donc la profitabilité, c'est la capacité d'une organisation à dégager des profits, à générer des bénéfices, et on va utiliser deux ratios pour appréhender la profitabilité. Le premier ratio, c'est résultat courant avant impôt divisé par le chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qui est assez facile, donc je vais prendre le résultat, le chiffre d'affaires que nous avons dans ces deux informations-là, on les a facilement dans le compte de résultat, puisque j'ai le chiffre d'affaires, c'est la somme des produits, donc je l'ai en bas à droite de ma colonne. Le résultat courant avant impôt, il faut espérer que j'ai fait du résultat, c'est-à-dire que c'est en bas à gauche, hein, c'est le résultat d'exploitation, et donc je peux très facilement diviser l'un par l'autre, et ça me donnera ma profitabilité. Après, il y a une autre façon de mesurer la profitabilité, c'est de prendre l'excédent brut d'exploitation. Donc, on a vu dans le chapitre précédent comment calculer le BE et qu'on va diviser par le chiffre d'affaires. Troisième partie, donc les impératifs de gestion qui s'imposent aux associations et aux organisations publiques.
Donc on voit que même si on est une organisation publique et on n'a pas l'obligation de faire des profits, on n'a pas l'impératif de rentabilité, mais quand même, on doit quand même refléter une gestion rigoureuse et un résultat de l'objet social pour lequel l'organisation publique ou l'association a été réunie. Donc, on peut mesurer les nombres de services qui ont été rendus à certains usagers ou certains membres de l'association. Et donc, on veille à la fin de l'exercice comptable à être en équilibre. L'idée, hein, quand on parle d'association, on parle d'association à but non lucratif. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de bénéfices. Mais il ne doit pas y avoir de perte non plus. Donc, on doit avoir la somme des dépenses qui doit être à la somme disons des charges d'exploitation et le tout doit être équilibré. Donc c'est la maîtrise de cette gestion, l'équilibre entre les produits et les charges, qui est le meilleur garant de la pérennité d'une organisation publique ou d'une association. Ces organisations se distinguent aussi des entreprises privées en se fixant justement pas d'objectif de rentabilité, ce n'est pas une fin en soi, et ce qui compte en premier chef, c'est de rendre un service à un public tout en respectant la contrainte de maîtrise des dépenses financées par l'impôt dans le cadre des organisations publiques, et deuxième point, pour les associations, donc par les adhésions, voire des subventions, quand c'est le cas d'une association. Donc ces organisations à but non lucratif doivent ensuite donc veiller à répartir leurs ressources entre, d'une part, la mise en œuvre des actions inscrites dans leur objet social, et d'autre part, les actions de communication visant la fidélisation des donateurs, des usagers. Pour donner un exemple, cette année, l'été dernier, on a eu un tourisme franco-français qui, pour cause de confinement, de non-possibilité de voyager à l'étranger, qui a très très bien marché en France. Et je prends l'exemple d'une ville dans le sud de la France qui a vu ses principaux revenus qui venaient des parkings. Eh bien, ils ont fait un excédent par rapport aux années précédentes d'une somme assez conséquente. Hein. Je prends l'exemple de la ville du Castellet. Ils ont engrangé 650 000 € de plus que les années précédentes. Donc c'est une somme assez importante. Et du coup, la question au conseil municipal, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette ressource supplémentaire? À quoi on va l'affecter? Puisque eh bien, la mairie n'a pas l'obligation de faire un bénéfice. Donc il faut réaffecter, pour le coup, là, une production supérieure à ce qui était prévu. Ensuite, maintenant, on va revenir sur l'arbitrage entre les dividendes et l'autofinancement. Quand on est dans une organisation privée et qu'elle gagne de l'argent, on a le choix dans l'utilisation de cet argent, ces ressources nouvelles, et on doit procéder à un arbitrage en fonction de la politique des dirigeants, mais aussi des pressions des différents acteurs. Les différents acteurs sont les salariés, les actionnaires. Et l'entreprise a fondamentalement le choix de répartir cette valeur ajoutée en privilégiant soit le facteur travail, soit le facteur capital. Le facteur capital, ça consiste à rémunérer les apporteurs de capitaux sous la forme de distribution de dividendes. Et le facteur travail, ça se traduit par une augmentation des salaires ou le versement de primes aux salariés. Comptablement, la décision de verser des dividendes aux détenteurs de capitaux relève de l'Assemblée générale des actionnaires et les dividendes vont être prélevés sur le bénéfice net ou sur les réserves de la société. Donc la partie des bénéfices de la société, qui n'est pas distribuée sous forme de dividendes, va augmenter les réserves de l'entreprise. Et là, on parlera d'autofinancement. Ces réserves d'argent permettent de faire face en cas de coup dur, en cas de besoin et de difficulté que pourrait avoir l'entreprise dans son exploitation. Donc les associations et les organisations publiques, elles, ne sont pas confrontées à cet arbitrage. Elles doivent néanmoins se définir une politique salariale qui consiste à maîtriser les coûts, c'est-à-dire la masse salariale, et aussi la motivation des salariés et du personnel. Rappelons que le salaire d'un employé ou le traitement d'un fonctionnaire est un facteur de motivation essentiel qui va inciter le personnel à bien travailler, à donner le meilleur de lui-même, et donc à augmenter la performance de l'organisation, même si c'est une organisation publique. Vient ensuite la question de l'autofinancement. C'est le pendant, c'est-à-dire que si je n'ai pas donné tout le surplus, le bénéfice aux actionnaires ou aux salariés, et j'en ai donné une partie à l'autofinancement. Donc la question de l'autofinancement relève d'une autre problématique, celui du financement des investissements.
Là encore, l'organisation, que ça soit une entreprise, une association, une organisation publique, elle doit faire face à une alternative. C'est qu'elle soit elle autofinance un investissement au moyen de ses ressources propres, comme elle a dégagé de l'argent, elle peut s'autofinancer, soit elle fait appel à un emprunt bancaire et elle va souscrire un crédit auprès d'un établissement financier. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs. D'abord, l'exploitation de l'organisation. On parle du cycle d'exploitation. Ça permet de dégager des ressources et une capacité d'autofinancement. Donc, c'est quelque chose qui est important, ce qu'on appelle la CAF. C'est si on a une capacité d'organisation, d'autofinancement dans l'organisation, eh bien, c'est une solution pour recourir au financement des investissements de l'organisation sans recourir à l'emprunt en s'endettant pour financer un investissement. Mais on peut aussi dire qu'il y a un lien entre les dividendes et l'autofinancement, parce que si l'entreprise fait le choix de favoriser sa capacité d'autofinancement, elle est obligée de le faire au détriment du versement de dividendes à ceux qui détiennent des capitaux, et c'est-à-dire les actionnaires. Donc, qu'est-ce qui se passe si on donne moins d'argent de profit aux actionnaires parce qu'on privilégie le réinvestissement dans l'entreprise? Les actionnaires risquent de se lasser en se disant moi j'ai mis de l'argent dans cette entreprise mais ça ne me rapporte rien. Et du coup, ils peuvent être amenés à quitter l'entreprise et donc à faire chuter le cours de l'action si l'entreprise est cotée en bourse. Donc c'est toujours quelque chose de très délicat à gérer. Après, il y a un autre facteur qui est très important, et on le voit en ce moment, ça fait une dizaine d'années que les taux d'intérêt sont très très bas, donc l'emprunt de l'argent ne coûte pas cher, et donc ça dépend, en effet, des fois, même si on a la capacité de s'autofinancer, c'est peut-être plus judicieux de recourir à l'emprunt si on arrive à faire des investissements différents avec l'argent qu'on a récupéré en plus, et de profiter des taux d'intérêt très très bas et d'investir par le biais du recours à l'emprunt. Donc ça c'est pour le point pour les organisations privées, mais pour les organisations publiques, elles relèvent, elles, du financement de l'État, donc des ministères ou des collectivités territoriales, et donc elles sont contraintes à disons, un environnement très spécifique qui est la loi d'organisation organique de la loi de finances qu'on a vu précédemment dans la vidéo chapitre 11.1.